commencer quand même. Très bien. Donc, comme j'ai dit là, donc, amélioration de la qualité. On a parlé des différentes problèmes qui sont liés à la qualité d'énergie électrique, c'est-à-dire les différents enjeux rencontrés dans ce problème de qualité d'énergie électrique. Donc, on a vu certains problèmes qui sont liés à la forme d'onde, c'est-à-dire les problèmes de papillotement de fréquence, décalage de fréquence, le problème de déséquilibre, le problème de la forme d'onde, c'est-à-dire les dips de tension et les sags, le flicker, le papillotement, c'est-à-dire les faibles distorsions de tension, le problème d'harmonique, c'est-à-dire le THD, et ainsi de suite. Donc, ces différents problèmes-là, bien sûr, il existe jusqu'à maintenant plusieurs solutions clés en main qu'on peut utiliser dans une installation électrique afin de promouvoir ces différents défis, c'est-à-dire afin de combler à ces différents problèmes. Donc, commençons tout d'abord par les critères de choix d'une solution d'amélioration de qualité d'énergie électrique. Donc, le choix d'une solution, il dépend toujours de trois paramètres principaux. Donc, tout d'abord, c'est le niveau de performance souhaité, c'est-à-dire parfois, en étant très exigeant, c'est-à-dire on peut investir trop. Mais dans certaines conditions, ça peut que cet investissement-là soit vraiment justifié. Dans certains cas, les dysfonctionnements ou bien les problèmes de qualité sont intolérables. Ou bien, ces différents dysfonctionnements-là sont inadmissibles. Par exemple, ça peut qu'une coupure de tension qui dure quelques minutes peut être tolérable dans une installation électrique de forage ou bien d'autres types d'installations. Mais dans un hôpital, dans une installation électrique, par exemple, qui alimente les systèmes de véhiculer l'oxygène, par exemple, aux différents patients, dans ce cas-là, là, c'est grave. Donc, la cause peut être mortelle. Donc, le problème d'électrification, par exemple, des salles opératoires, dans les hôpitaux toujours. Donc là, c'est très grave. C'est-à-dire, en fait, les dysfonctionnements, bien les défauts dans ce cas-là, ils peuvent être mortels. Ils peuvent causer des graves dégâts sur les êtres humains. C'est pourquoi, dans ce cas-là, on peut, par exemple, justifier un certain niveau d'investissement. Aussi, donc, un deuxième critère, c'est les conséquences financières du dysfonctionnement. C'est-à-dire, vous avez un problème de dysfonctionnement qui peut causer des coupures tout le temps, c'est-à-dire des coupures intempestives de la protection, par exemple, des problèmes, par exemple, de disconnexion d'une installation d'une manière, par exemple, imprévue. Donc, ces différentes disconnexions-là, ces différentes coupures-là, elles peuvent causer des dégâts, soit sur le matériel, soit sur la production. Donc, dans ce cas-là, on dit qu'il y a un problème, un coût de cette non-qualité-là qui existe dans l'usine. Donc, c'est un deuxième critère pour choisir une solution. Un troisième critère, c'est l'investissement souhaité, c'est-à-dire j'ai un problème de qualité d'énergie électrique et j'ai un investissement à faire. Donc, dans ce cas-là, le niveau d'investissement, il va définir les solutions que je vais prendre. C'est-à-dire, selon le niveau de qualité souhaité, donc je peux réguler mon investissement. Parfois, on peut tolérer une non-qualité à l'égard, bien sûr, d'un investissement qui sera, bien sûr, très grand à réaliser pour améliorer la qualité de l'énergie électrique. On peut parfois, dans certaines installations, ça peut que cet enjeu de qualité n'est pas vraiment très exigeant, donc pour investir trop d'argent là-dessus pour l'améliorer. Donc, c'est pourquoi généralement, cette question d'améliorer la qualité d'énergie électrique, en fait, il y a toujours un dilemme coût, qualité de l'énergie. C'est-à-dire, vous voulez améliorer de la qualité, vous devez dépenser trop. Donc, si on tolère la qualité de l'énergie, les problèmes de non-qualité, c'est-à-dire, on va dépenser moins. Donc, toujours, il y a un dilemme, c'est-à-dire,
une régulation, si vous voulez, entre le financier et la qualité de l'énergie électrique. Donc, commençons tout d'abord par cette question de remédier aux creux de tension et les coupures. Donc, on commence tout d'abord par cette question de tension. Donc, pour réduire le nombre de creux de tension et de coupures, c'est-à-dire les coupures intempestives des différentes protections et des différents systèmes, donc, on peut prévoir un système, ou bien on peut instaurer ce qu'on appelle un système de maintenance préventive. Donc, je sais que vous sachez déjà que c'est quoi une maintenance préventive. Une maintenance préventive, c'est-à-dire une maintenance en se basant sur des statistiques de fonctionnement d'un matériel. C'est-à-dire un matériel, une fois il est acheté, généralement ce matériel-là, il est prévu pour qu'il fonctionne pour un certain nombre d'ouvertures-fermetures ou bien pour une durée de vie en étant fermé ou bien en étant ouvert donné. Donc, cette durée-là, je peux la comptabiliser par un opérateur sur des logiciels et tout. Et comme ça, je peux changer un matériel, même s'il apparaît qu'il fonctionne. C'est-à-dire, même s'il apparaît que ce matériel-là, il fonctionne, je peux, en utilisant cette notion de maintenance préventive, je peux prévoir que ce matériel-là, il va tomber tôt en panne. C'est pourquoi, généralement, on le change. Donc, c'est ce qu'on appelle la maintenance préventive. Donc, toujours le problème de renouvellement d'installation. C'est-à-dire, si vous avez une installation ancienne dans laquelle vous avez des problèmes, parfois, donc il y a les problèmes de corrosion, les problèmes de détachement de conducteurs et ainsi de suite. Ces différents problèmes-là, ils peuvent causer des dysfonctionnements dans votre installation et par la suite l'apparition de ces creux de tension-là. Donc, normalement, avant de commencer un investissement sur un matériel qui va assurer de la qualité, dans ce cas-là, il vaut mieux renouveler votre installation électrique, les différentes connectiques, la mise au point de différents points de serrage et de fixation, et ainsi de suite. Aussi, il y a le problème de mise en souterrain, c'est-à-dire, en général, la majorité des défauts de coupure sont dus à l'existence de liaisons qui sont causées de lignes qui peuvent faire la d'électricité. On peut faire dans un cas utiliser des installations souterraines enterrées au lieu d'utiliser des installations aériennes. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Monsieur, il y avait une coupure au niveau de ta voix. Est-ce que vous pouvez répéter juste euh, l'explication de souterrain, de la mise en souterrain? Très bien. Donc, la mise en souterrain, c'est quoi? C'est-à-dire, parfois, il est préférable d'utiliser des installations souterraines, donc ça dépend de l'installation. Donc, si vous avez trop de déplacements d'engins dans votre installation, donc là, vous avez des engins, OK? Des engins qui se déplacent trop. Donc, ça peut que vous aurez des coupures si vous avez des lignes aériennes. Donc, parfois, cette coupure de ligne-là, ils peuvent causer des problèmes. On peut parfois, dans ce cas-là, préférer, au lieu d'utiliser cette ligne aérienne-là, utiliser une liaison enterrée. OK? Donc, comme ça, vous avez la possibilité de déplacer votre engin sans aucun problème sur votre ligne électrique. Donc, c'est ça, en fait, le problème de mise en souterrain de ligne. Donc, parfois, ça peut résoudre le problème de creux de tension si, bien sûr, ce creux-là, il est dû à la coupure d'une ligne aérienne qui est apparente généralement. Bon. La réduction de la durée et de la profondeur des creux de tension. Donc, là, on parle du nombre de creux de tension. Maintenant, on parle de la durée, c'est-à-dire de combien de temps il va durer ce creux de tension-là et la profondeur de ce creux de tension-là. Donc, dans ce cas-là, il est préférable d'analyser votre installation électrique. Donc, en fait, on a dit déjà que les différents creux de tension, la profondeur de ces creux de tension-là, elle dépend surtout des démarrages, surtout des démarrages des grandes charges. C'est-à-dire, on sait par exemple que la machine asynchrone, elle consomme un courant allant de 7 fois jusqu'à 10 fois le courant nominal. C'est-à-dire, lorsque vous démarrez une machine asynchrone en démarrage direct, par exemple, donc cette machine-là qui consomme par exemple un courant de 100 ampères, donc si vous utilisez un démarrage direct, donc en fait, ça sera 10 000 ampères au démarrage. Donc là, c'est trop, hein, c'est trop. Donc, ce courant-là, il peut causer des creux de tension dans votre installation électrique. Donc, parfois, on préfère, pour ces grandes charges-là, ne pas utiliser des démarrages directs ou bien même des démarrages classiques,
les changer par des systèmes de démarrage progressifs, soit par des variateurs, soit par des démarreurs carrément. Donc, là, c'est vraiment très connu. Donc, c'est-à-dire analyser votre installation là et voir les courants absorbés par les charges de forte puissance. Dans ce cas-là, on peut changer les systèmes de démarrage classiques par des démarreurs progressifs ou bien par des variateurs de vitesse ou bien utiliser des systèmes de compensation, c'est-à-dire par exemple un supercondensateur ou bien des batteries de condensateurs qui peuvent bien sûr délivrer cette tension-là en cas de surdemande de l'énergie. Donc, aussi, pour réduire la durée et la profondeur de ces creux de tension-là, on doit analyser notre installation électrique au niveau des performances des protections électriques, c'est-à-dire revoir ces différents problèmes que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la sélectivité, la reprise d'alimentation, le réarmement et tout. Donc, ces différents problèmes qui sont liés à votre installation électrique, ça peut que vous aurez un problème dans ce petit point-là. Donc, si vous avez un problème, il faut le régler. Donc, ça, c'est le deuxième point, si vous voulez, pour la réduction de la durée et la profondeur des creux de tension. Donc, troisième point, toujours en ce qui concerne les creux de tension et les coupures, c'est l'insensibilisation des installations. C'est-à-dire, votre installation va devenir maintenant insensible aux différentes coupures de tension, aux différents creux de tension. Donc, comment généralement on va réaliser ça? C'est-à-dire, on va tout simplement compenser le manque d'énergie par un dispositif qui dispose d'un réserve. C'est-à-dire, vous avez votre installation électrique, vous avez un dispositif dans lequel vous avez une réserve d'énergie. Là, vous avez une réserve. Donc, une réserve peut être une batterie, un supercapaciteur, ou bien peut-être carrément des systèmes mécaniques tels que les volants d'inertie ou bien d'autres. Là, vous avez un système de stockage d'énergie. Donc, ce système-là, il stocke l'énergie lorsqu'il est sous tension. Une fois il y a une coupure ou bien un creux de tension, c'est ce système-là qui va délivrer l'énergie à votre installation pour compenser cette demande d'énergie électrique. Donc, bien sûr, cette réservoir-là, il doit avoir une autonomie supérieure à la durée de coupure. C'est-à-dire, si, bien sûr, une coupure prévue dans votre installation-là, elle est de 10 minutes, par exemple, dans ce cas-là, vous devez avoir une autonomie de plus supérieure ou égale à 10 minutes de votre système de stockage que vous avez là. Donc, là, en fait, c'est ce qu'on appelle la question d'insensibiliser les installations, c'est-à-dire rendre l'installation insensible aux différentes coupures de l'installation ou bien du courant électrique. Oui. Donc, oui. Monsieur, avec la question du démarrage direct, comment le démarrage direct va impacter sur cette question de la qualité? On a dit que parmi les problèmes qui sont liés au démarrage direct, c'est que vous aurez des creux de tension. Donc, ça vient du quoi en fait? Donc, là, vous avez votre réseau. Bien sûr, ce réseau-là, il a un schéma équivalent. Donc, c'est une source de tension en général avec une impédance équivalente. Donc, c'est l'impédance de ligne en tenant compte de la puissance de court-circuit de réseau en amont. Et bien sûr, l'impédance équivalente du secondaire de votre transformateur. Et ça, c'est l'impédance équivalente. Là, je donne le schéma équivalent monophasé, en fait. Et là, vous avez, par exemple, une phase de votre moteur. Donc là, c'est phase 2 de votre moteur électrique. Là, vous avez une tension. U. Okay? Donc là, c'est la tension du jeu de barre, en fait. Ça c'est votre jeu de barre. Ça, c'est la tension U2 due à ce jeu de barre. Maintenant, si le courant, donc là, vous avez une impédance équivalente que je vais l'appeler Z moteur. Si le courant qui est absorbé là, le I que vous avez là, il est vraiment très, très, très grand, que se passe-t-il dans ce cas-là? Donc, si ce courant-là, il est vraiment très grand, dans ce cas-là, vous aurez bien sûr très bien une chute de tension de ce jeu de barre-là. Donc, ceci il est dû à la grande chute de tension au bord de cette Z interne équivalente de votre installation-là. Donc, cette chute de tension-là, au bord de celle-là, elle va engendrer une chute de tension, c'est-à-dire une tension inférieure à ce point-là. C'est clair ce que je viens de raconter là? Donc, ceci explique en fait cette question de chute de tension lorsque vous avez
trop de machines qui réalisent ou bien qui utilisent le démarrage direct sur votre installation électrique. Donc, bien sûr, c'est pourquoi généralement le démarrage direct n'est pas vraiment très utilisé pour les grandes machines. Il est déconseillé quand même, hein. Donc, on sait déjà que la machine à 50, par exemple, s'il consomme un courant de 10 ampères en régime nominal, donc en démarrage direct, vous avez un courant allant de 70 ampères jusqu'à 100 ampères. Donc, vous pouvez imaginer la chute de tension qui sera causée dans ce cas-là par votre, pardon, par votre machine. Donc, pardon, il y a un appel téléphonique vraiment. Donc, pardon,
Donc, revenons sur le problème de minimisation ou bien d'insensibilisation de l'alimentation en puissance électrique. Donc, généralement, la solution la plus utilisée, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les ASI. Voilà. Les ASI, c'est quoi? C'est-à-dire alimentation sans interruption. Donc, en anglais, on l'appelle UPS. Uninterruptible Power Supply, c'est-à-dire les alimentations sans interruption. Donc, généralement, ces alimentations, le principe de base, c'est ça. C'est toujours, vous avez un onduleur qui permet de livrer l'énergie à partir d'une batterie de stockage, l'énergie électrique. Donc, cette énergie-là, bien sûr, elle sera livrée vers l'utilisation en cas d'absence du courant électrique. Donc, bien sûr, j'ai toujours la possibilité de court-circuiter cet ASI-là et fonctionner directement avec le réseau, ou bien de réaliser une commande en utilisant le contacteur statique, c'est-à-dire utiliser là le circuit de commande, bien sûr, qui commande ce contacteur-là afin de commander le fonctionnement de votre installation-là. Et lorsqu'il y a coupure d'électricité, on ferme celui-là et on ouvre celui-là pour livrer l'énergie à l'utilisation. En fait, là, c'est le principe. Donc, les types d'ASI. Donc, quels sont les différents types d'ASI qui existent? Donc, il existe 3 grandes catégories. Et dans chaque catégorie, il existe des sous-catégories. Donc, il existe ce qu'on appelle des ASI qui se basent sur l'utilisation des onduleurs statiques. C'est ce qu'on a dit jusque-là. C'est-à-dire là, vous avez une batterie. Et à partir de la batterie, là, vous avez un onduleur, c'est-à-dire un convertisseur DC-AC qui permet de délivrer le triphasé pour votre installation. Là, vous avez ce qu'on appelle une réserve. Cette réserve-là, il doit avoir une énergie stockée capable de faire fonctionner votre installation là pendant la durée de coupure. Il existe ce qu'on appelle des ASI qui sont rotatifs. Donc, ils se basent sur l'utilisation des groupes électrogènes, par exemple, c'est-à-dire des générateurs généralement asynchrones ou bien synchrones. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des ASI rotatifs. C'est-à-dire là, vous avez votre machine. Bien sûr, ces dispositifs-là ne sont pas tellement rapides tels que les premiers. C'est-à-dire là, vous avez une qualité de rendre l'installation insensible mieux que celle-là. C'est-à-dire là, vous avez un système qui nécessite un démarrage, une synchronisation et tout avant de pouvoir donner de l'énergie électrique. Et bien sûr, ce qu'on appelle les alternateurs avec commutateur de transfert, c'est-à-dire votre machine synchrone avec des convertisseurs statiques qui permettent d'adapter l'énergie. C'est-à-dire, votre machine, là, elle est toujours synchronisée sur le réseau par les convertisseurs statiques. Et bien sûr, lorsque vous n'avez pas besoin d'énergie, cette machine-là, elle donne moins de puissance. Mais lorsque vous avez besoin d'énergie, là, cette machine-là, elle commence à délivrer la puissance en utilisant les systèmes de synchronisation par convertisseurs statiques. Donc là, vous avez les différentes ASI qui se basent sur l'utilisation des convertisseurs statiques. Donc, je commence tout d'abord par ce premier type-là. Là, c'est ce qu'on appelle les ASI de réserve. Donc, ces ASI-là, vous allez les trouver surtout pour l'alimentation des ordinateurs. Donc, vous avez ce qu'on appelle soit une alimentation via le réseau, c'est l'alimentation prioritaire. Si vous avez un problème dans ce réseau-là, bien sûr, là, vous pouvez remarquer là que vous avez une protection contre les surtensions, surge suppresseur et un filtrage, bien sûr, et bien sûr l'alimentation de votre ordinateur en courant alternatif. S'il y a un problème de coupure du réseau électrique, automatiquement, ce switch-là, il passe en deuxième position pour qu'il soit alimenté via la batterie. Là, vous avez votre batterie. Cette batterie-là, à travers un inverteur, c'est-à-dire un onduleur, elle permet de délivrer l'énergie vers le réseau. Bien sûr, lorsque vous n'utilisez pas cette batterie-là, c'est-à-dire lorsqu'il y a présence d'énergie électrique ici, généralement, cette énergie-là, qui va alimenter votre machine, en même temps, il alimente le chargeur de votre batterie. Donc là, vous avez un convertisseur AC/DC pour charger votre batterie-là, votre batterie de stockage. Donc là, en fait, c'est la forme la plus simple d'un ASI. C'est la plus
populaire, vous allez le trouver partout, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Asie de réserve. Il existe ce qu'on appelle un deuxième type, ce qu'on appelle Asie à ligne interactive. Donc, ces Asies-là, elles sont principalement utilisées pour les installations des serveurs. Donc, pour les Asies qui sont utilisées pour les installations de serveurs, vous allez trouver exactement ce type d'Asie. Donc là, vous pouvez remarquer là que vous avez un seul convertisseur qui a un fonctionnement bidirectionnel, c'est-à-dire il fonctionne en chargeur et en même temps il fonctionne en onduleur. C'est-à-dire s'il y a de l'électricité, cet inverseur-là, il permet de convertir l'AC vers le DC pour charger la batterie. Et s'il y a coupure d'électricité, ce convertisseur-là, il permet de convertir en DC vers le AC pour alimenter votre charge électrique ici. Donc là, vous avez un convertisseur réversible. Convertisseur réversible, généralement, c'est un pont en IGBT à alimentation en pulse width modulation. Il peut fonctionner en redresseur comme il peut fonctionner en onduleur. Bon, donc ça c'est la deuxième forme, si vous voulez, d'Asie. Une troisième forme, c'est ce qu'on appelle les ferro-Asies. Donc c'est la même chose, c'est le même principe de l'Asie numéro 1, l'Asie de réserve. C'est la même chose que celle-là. La seule différence là, c'est que vous avez un transformateur qui permet d'isoler votre partie de charge avec votre installation électrique. Donc, ce transformateur-là, c'est un circuit électromagnétique qui permet d'isoler l'alimentation vis-à-vis les circuits de charge et de conversion continue alternative avec le circuit de transfert direct d'énergie. Il existe ce qu'on appelle les Asies à double conversion de ligne. Cet Asie-là, c'est le plus utilisé dans les installations électriques, c'est-à-dire hors les installations informatiques, dans les installations industrielles, vous allez trouver trop cet Asie-là. Donc, si vous vous souvenez du premier schéma qu'on a présenté, il présente exactement cette forme-là. C'est ce qu'on appelle l'Asie à double conversion de ligne. Donc, cet Asie-là, toujours, le fonctionnement normal, il se passe par le AC-DC et le DC-AC, c'est-à-dire toujours, je passe par ces deux convertisseurs-là. Okay? Donc, s'il y a coupure là, automatiquement, la batterie, il prend le relais pour convertir l'énergie de plus que vous avez là, pour convertir l'énergie que vous avez sur votre batterie là et la transférer vers votre utilisation. C'est-à-dire là, le fonctionnement normal, il passe par là. Et non pas par le switch, par le bypass. Oui. Il existe ce qu'on appelle les Asies en ligne à convertisseur delta. Donc, en fait, c'est le même principe toujours, sauf que là, le chargement du batterie, il se fait par un transformateur de courant. Donc là, vous avez une ligne qui sert généralement, qui est directement reliée à votre utilisation. Bien sûr, vous pouvez toujours le court-circuiter en utilisant le bypass. Mais cette ligne-là qui permet d'alimenter votre charge, toujours vous avez une grande tore là, une grande tore avec un très grand nombre de spires qui permet de restituer ou bien de mesurer le courant de votre charge. Donc, selon la consommation de votre charge, vous allez charger cette batterie-là en utilisant un convertisseur AC-DC. Donc, ce convertisseur-là, il permet de charger la batterie. Ayant ça charger cette batterie-là, si vous avez une coupure d'électricité, c'est-à-dire si vous avez un courant nul là, si vous avez un I égale à 0, dans ce cas-là, automatiquement, on fait bloquer celui-là et on commande celui-là pour alimenter votre charge. Ça, c'est, vous voulez, une autre forme d'Asie. Donc, toujours dans le problème d'insensibilisation en puissance des équipements, c'est l'utilisation des compensateurs électroniques. Donc, c'est quoi les compensateurs électroniques? C'est-à-dire des circuits qui sont là juste pour compenser les transitoires, c'est-à-dire les démarrages, par exemple, de machines, la mise sous tension des charges de grande valeur, telles que, par exemple, les fours à l'arc, par exemple, ou bien les fours à induction. Ces fours-là, ils consomment trop de puissance dans des instants donnés, c'est-à-dire
c'est un courant qui est généralement non linéaire, mais qui a une très grande amplitude. Donc, dans ce cas-là, j'ai besoin d'un bassin, d'un réservoir qui permet de donner ce courant-là en cas de surdemande. Ce sont généralement des supercapacités ou bien des condensateurs carrément qui sont branchés sur la ligne et bien sûr qui sont commandés en général par des convertisseurs statiques pour compenser cette bouffe d'énergie pour les transitoires. C'est ce qu'on appelle le compensateur électronique. Donc là, si vous voulez, c'est un petit résumé des différentes techniques utilisées pour compenser ce problème de coupure de tension ou bien de creux de tension. Selon la durée de coupure et selon la puissance, vous avez là ce qu'on appelle les solutions que vous pouvez utiliser. Donc, bien sûr, là, ce sont des solutions qui sont données à titre indicatif, mais sinon, vous pouvez trouver des solutions dans l'un qui peuvent être utilisées dans l'autre. Je donne là un exemple. Par exemple, si vous avez une puissance qui est inférieure à 1 mégavolt-ampère, pour des coupures allant de 1 minute à 3 minutes, là, on vous conseille, vous êtes là, le vert, là, vous ne pouvez pas l'utiliser, cette solution-là, la permutation de source groupe diesel, c'est-à-dire sur votre jeu de barre là, vous avez l'alimentation du réseau. Donc, je peux là commuter vers un groupe électrogène entraîné par un moteur thermique. Par un moteur thermique. Okay? Donc, là, en fait, c'est une solution si vous voulez. Donc, pourquoi cette durée de 1 minute à 3 minutes ou bien supérieure à 3 minutes? Dans ce cas, c'est le temps nécessaire pour démarrer votre machine électrique, votre groupe électrogène. Donc là, c'est les problèmes. Jusqu'à maintenant, on a traité ce qu'on appelle les problèmes des creux et des coupures de tension. On parlera maintenant des problèmes d'harmonique. Donc, problème d'harmonique. Donc, on peut réduire l'amplitude de ces harmoniques-là en utilisant les inductances de ligne. C'est-à-dire, c'est très populaire pour les petites charges non linéaires, utiliser des inductances de lissage en ligne. Ces inductances-là, bien sûr, ils ont comme importance qu'ils éliminent les courants harmoniques. Comment? Donc, on sait que l'impédance de cette inductance-là, c'est quoi? Z, c'est L oméga. De plus, le oméga augmente, de plus, le Z augmente. C'est-à-dire, c'est une impédance dite de choc. Donc, le choc, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, pour les faibles fréquences, c'est-à-dire ces Z-là, ce L-là, il est dimensionné de telle façon à ce qu'il se comporte comme une très grande impédance pour l'harmonique à supprimer. Par exemple, si vous avez, par exemple, dans votre installation électrique triphasée, si vous avez le fondamental, c'est 50 Hz, et l'harmonique le plus perturbateur, c'est l'harmonique 5, par exemple. L'harmonique 5, c'est-à-dire, il donne une fréquence de l'harmonique 5 égale à 5 fois 50, c'est 250 Hz. Dans ce cas-là, il faut choisir cette bobine-là de telle façon que l'impédance à cette harmonique-là, il est vraiment très très grand devant l'impédance pour le fondamental. Donc voilà, pour choisir le L, donc de telle façon que le L oméga pour la fréquence 5, il sera vraiment très très grand devant le L oméga, là, le fondamental. Comme ça, vous allez faire quoi? Vous allez diminuer l'amplitude de l'harmonique numéro 5 en comparaison, bien sûr, en comparaison de la diminution de l'amplitude de l'harmonique ou bien du fondamental. Donc, en fait, ça, c'est, si vous voulez, un principe de dimensionnement de cette bobine-là. Ces bobines-là ne sont pas vraiment très efficaces pour les harmoniques qui sont vraiment qui ont un pourcentage, une amplitude qui est vraiment très grande et qui ont une fréquence qui est vraiment très proche des fondamentales. Ils ne sont pas vraiment très efficaces. Mais ils sont efficaces pour la réduction d'amplitude d'harmonique et diminution ou bien amélioration de THD
dans le cas où cette fréquence-là, elle est vraiment celle-là, elle est vraiment très, très grande devant celle-là. C'est le cas de système Emily, par exemple. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on sait que, par exemple, pour un redresseur Emily, vous avez le fondamental et le premier harmonique que vous aurez là, c'est quoi? C'est la fréquence modulante moins fréquence du fondamental et la fréquence modulante plus fréquence du fondamental. Donc, les premières harmoniques que vous allez trouver sur votre ligne, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont aux alentours de la fréquence de modulation. Par exemple, si vous avez une Emily A, par exemple, à 10 kHz, vous pouvez remarquer là que cette fréquence-là, elle est vraiment très grande devant celle-là, c'est-à-dire ces inductances de lissage-là, ils ont un effet parfait sur le lissage de ce courant-là et l'élimination des harmoniques ou bien de ces harmoniques-là qui se trouvent sur la ligne. Donc ça, c'est la première solution, si vous voulez, c'est l'utilisation des inductances de lissage. Deuxième solution, c'est ce qu'on appelle au lieu d'utiliser un redresseur simple, on utilise ce qu'on appelle les redresseurs dodécaphasés. Donc le dodécaphasé, c'est quoi? C'est-à-dire utiliser deux redresseurs. Ces redresseurs-là, ils sont déphasés de pi sur 6. Pourquoi? Car ce redresseur-là, vous avez de ce côté-là, vous avez un transformateur triangle et triangle. Et de celui-là, vous avez un transformateur triangle étoile. C'est-à-dire, là, vous avez le delta delta. Et là, vous avez le delta y. Là, vous avez un indice horaire égal à 11. Là, vous avez un indice horaire égal à 0. Donc, indice horaire égal à 0, c'est-à-dire là, vous avez ces courants-là, ces tensions-là, elles sont en phase avec ces tensions-là. Et pour ça, vous avez ces tensions-là, elles sont déphasées de pi sur 6 en arrière par rapport à ces tensions-là. Donc, ces deux redresseurs-là, bien sûr, ils donnent une tension qui est déphasée, celui-là, vis-à-vis celui-là, ils donnent des tensions qui sont déphasées de pi sur 6. Donc, bien sûr, ce qui permet d'engendrer des déphasages de courant de pi sur 6 entre ce courant-là et ce courant-là. La somme de ces courants-là, elle donne un courant qui est vraiment très proche de la sinusite. Avec ces structures-là, on peut éliminer tous les harmoniques de type 6K plus ou moins 1. Donc déjà, pour les redresseurs triphasés tout court, on élimine les harmoniques 3 et multiples 3. C'est-à-dire, j'élimine le... Donc vous avez le fondamental. Donc le 2F, naturellement, il est éliminé. Le 3F, il est éliminé au CK-C3, c'est multiple de 3. Le 4F, ça n'existe pas. Le 5F, ça existe. Donc le premier harmonique existant dans ce redresseur-là, tout seul, c'est ça, c'est le 5F. Donc le 6F, c'est pair, donc c'est nul. Le 7F, ça existe. Le 8F, c'est pair, ça n'existe pas. Le 9F, c'est multiple de 3, donc ça n'existe pas. Le 10F, c'est pair, ça n'existe pas. Et le 11F, ça existe. Et ainsi de suite. Donc, en fait, là, c'est les différentes harmoniques qui existent avec ce redresseur-là tout seul. Maintenant, si vous utilisez cette question du dodécaphasé, qu'est-ce que vous aurez là? Vous allez éliminer les harmoniques de rang 6K plus ou moins 1. C'est-à-dire, si je prends K égale à 0, vous avez, donc si je prends K égale à 1, ce sera le 6 plus 1 et le 6 moins 1. Le 6 moins 1, c'est 5, c'est-à-dire vous allez éliminer ça. OK. C'est-à-dire vous allez éliminer ça aussi. Le 6K plus 1, vous allez éliminer ça aussi. OK. Si je prends K égale à 2, ça sera le 12K plus 1 et moins 1. Le 12K plus 1, c'est 13. C'est 13. Le 13, il sera éliminé aussi. Et le 12K moins 1, c'est 11. Il sera éliminé aussi. C'est-à-dire, vous allez éliminer le F. Vous allez garder bien sûr le fondamental. Vous allez éliminer le 5F, le 7F, le 11F. C'est intéressant. Donc, c'est-à-dire, le premier harmonique que vous allez trouver, c'est quoi? 14, 15, 16, le 17. Le premier que vous allez trouver, c'est l'harmonique 17. C'est très intéressant, c'est-à-dire vous allez éliminer
tous les harmoniques jusqu'à l'harmonique 17. Donc, c'est intéressant. Hein? Donc, ça, c'est une structure, si vous voulez, qui vous permet d'éliminer un certain nombre d'harmoniques en plus de l'harmonique, des harmoniques qui sont éliminées naturellement par le premier redresseur. Donc, une deuxième solution, c'est ce qu'on appelle l'absorption sinusoïdale. En fait, c'est quoi l'absorption sinusoïdale? C'est-à-dire, là, vous avez un convertisseur Émile. Donc, bien sûr, je commande ce convertisseur Émile-là pour qu'il absorbe un courant. Donc, bien sûr, je commande, je réalise une régulation de la tension que vous avez là. Et je commande ce convertisseur-là de façon à ce que le courant absorbé ici ait là une forme qui est presque sinusoïdale. En fait, ça vient du quoi? Donc, comment je vais réaliser tout ça? Donc, tout simplement, je vais lire la forme de la tension qui est généralement sinusoïdale. Cette forme de tension-là, je vais le réguler vis-à-vis cette référence-là. C'est-à-dire, je donne l'amplitude de la tension voulue. Donc, je régule celle-là, la sortie. Et bien sûr, sachant cette amplitude-là, j'utilise mon régulateur-là pour régler l'amplitude de cette tension-là. Et bien sûr, sachant une forme qui est sinusoïdale du courant que vous avez là. C'est-à-dire, je règle cet émile-là, ce convertisseur-là, de façon à ce que le courant absorbé ici soit un courant qui est proche de la sinusoïde. Okay? Donc, comme ça, je peux réaliser un filtrage de mon courant absorbé par mon convertisseur. Donc, bien sûr, c'est une structure qui existe dans certaines alimentations qui permet d'améliorer, si vous voulez, le PFC, le Power Factor Correction. Donc, on va s'arrêter sur une petite application dialogue le TP, l'absorption sinusoïdale, c'est-à-dire sur un environnement MATLAB, on va essayer de voir comment on va faire pour une alimentation Émile pour améliorer, bien sûr, ce facteur de puissance-là, cette absorption sinusoïdale, en utilisant les techniques de l'automatique, c'est-à-dire la régulation. Bon, une solution, c'est l'utilisation du filtre éjecteur. En fait, c'est quoi? C'est ça. Donc, vous avez la phase 1, phase 2, la phase 3, la même chose. On utilise généralement des filtres de cette forme-là. Donc, chaque filtre, il est dédié pour absorber un harmonique. Par exemple, si par exemple, j'ai à absorber l'harmonique 5. L'harmonique 5. Donc, dans ce cas-là, 5, ça donne une fréquence de 250 Hz. Donc, je dois utiliser un filtre réjecteur qui permet d'absorber le 250 Hz. Donc, comme ça, 1 sur 2pi racine carrée de L1 C1 égale, ça c'est la fréquence de résonance, égale à 250 Hz. Voilà. Donc, comme ça, je peux choisir maintenant le L1 et le C1 qui permettent d'avoir cette fréquence de résonance. C'est-à-dire, à la résonance, bien sûr, ce dipôle-là, il se comporte comme une résistance qui est proche de zéro. C'est-à-dire, il va être court-circuité, annulé tout simplement. Okay? Mais à la fréquence qui est inférieure à la fréquence de résonance, il va se comporter comme un circuit ouvert. C'est-à-dire, voilà, vous connaissez bien sûr la forme de RLC sur un circuit à tension sinusoïdale. Bien sûr, si par exemple j'ai à éliminer aussi par exemple 350 Hz, je dois utiliser un deuxième dipôle. Ce dipôle-là, il sera bien sûr maintenant accordé sur le 350 Hz. Vous avez le 350 par exemple, égale 1 sur 2pi racine carrée de L2 C2. Donc choisir L2 et C2 de telle façon que ce dipôle-là, il se comporte comme un court-circuit à la fréquence 350 Hz, et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous allez utiliser autant de circuits LC que vous avez d'harmoniques à annuler. Donc, c'est une solution, si vous voulez, simple, que vous pouvez l'utiliser dans certaines installations, mais elle est coûteuse. Elle est coûteuse, c'est-à-dire, elle coûte de l'argent, c'est-à-dire pour chaque harmonique. Donc, vous pouvez imaginer là, pour chaque harmonique, vous avez à utiliser un dipôle x3, c'est-à-dire les 3 phases.
Donc, vous avez à éliminer par exemple 3 harmoniques. Donc, ça va donner 9 dipôles à utiliser, 9 circuits LC. Donc, vous pouvez imaginer la structure de ce filtre-là. C'est un filtre qui sera géant, bien sûr, qui va prendre de l'espace et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une solution, une autre solution, si vous voulez, pour améliorer le THD ou bien pour éliminer les harmoniques. C'est ce qu'on appelle le filtrage passif. Une autre solution, c'est ce qu'on appelle le filtrage actif. Le filtrage actif, on a déjà énoncé tout à l'heure là le problème de l'absorption sinusoïdale. L'absorption sinusoïdale, c'est la génération d'une tension continue tout en absorbant un courant qui est proche de la sinusoïde. Donc, avec un filtrage, je peux arriver parfaitement à une sinusoïde. Mais maintenant, je vais faire quoi? Je vais, au lieu d'utiliser ça, c'est-à-dire là, vous avez votre redresseur qui permet de générer la tension continue, par exemple. Mais au lieu de jouer sur ce redresseur-là, je vais ajouter un circuit supplémentaire. C'est ce qu'on appelle le filtre actif. Le filtre actif, c'est ce qu'on a déjà dit là pour les compensateurs statiques. C'est le même principe à peu près. En fait, c'est quoi? C'est un onduleur. C'est un onduleur qui est connecté à une capacité en général. Et bien sûr, cet onduleur-là, il permet de compenser le courant généré par ce redresseur-là. Donc, il est clair que ce redresseur-là, par exemple, il consomme ce courant-là. Ça, c'est le courant de la charge. Ce n'est pas un courant sinusoïdal. Je veux un courant là qui est sinusoïdal. Il faut que le courant absorbé ou bien généré par le filtre actif aura la forme de la différence, c'est-à-dire ce courant-là moins ce courant-là, il donne ce courant-là. C'est-à-dire essayez d'utiliser les techniques de l'automatique pour asservir le courant absorbé par votre filtre actif pour qu'il aura cette forme-là. Ayant cette forme-là, bien sûr, dans ce cas-là, vous pouvez bel et bien assurer, bien sûr, un bon THD de votre installation électrique. Donc, bien sûr, il existe plusieurs formats de ce filtre-là qui existent pratiquement. Toujours, je dois mesurer le courant. À chaque instant, je dois mesurer le courant qui est absorbé par votre charge électrique. Et bien sûr, le différencier de la sinusoïde. Ayant cette différence-là, je vais asservir mon filtre actif-là pour qu'il absorbe un courant qui a cette forme-là. C'est ce qu'on appelle les solutions de filtrage actif. Bien sûr, il existe pratiquement des solutions qui sont parfois hybrides. C'est-à-dire, parfois, on a intérêt à hybrider, c'est-à-dire utiliser de l'hybridation, c'est-à-dire le filtrage actif avec le filtrage passif. C'est-à-dire utiliser le filtre actif et bien sûr, pour éliminer les très hautes fréquences, je peux utiliser un filtre LC à l'entête pour éliminer ces différentes grandes harmoniques. Monsieur, Oui, monsieur. بالنسبه ماشي للفلتراج اكتيف نورمال الكورون اللي كتكومبونسي الكورون ديال لا شارج. Exactement. اسكي في داك الفلتر ديالك انت خصو يجينيري واحد الكورون اللي غيكون تا هو نون لينيير، يكون تا هو لا فورم ديالو. Exactement. ماشي غنون لينا كتكون عنده واحد لا فورم بيزار. Donc, bien sûr, ces filtres-là, ça existe. Hein. Ça existe réellement et ça se vend déjà. Vous allez le trouver. اباز دو كوا لي كومبوزون شغال لي كاباسيتي ولا كيكون كاريمون دي ديود دي ترانزستور. كتلقى اسهل سوليسيون هي كتلقى ان onduleur triphasé bien sûr, débit tension, une capacité en général, et bien sûr cet onduleur là il est relié dans la ligne triphasée. Donc le courant qui est consommé là, le courant, le I que vous avez là, ce I là, il doit suivre une forme bien déterminée. عنده واحد لا فورم سبيسيال اللي خصو يتبعها هذا الكورون هذا هي لا ديفيرونس ديال لا ديفيرونس. الى عندي مثلا لو كورون ديال لا شارج هو هذا باغ اكزومبل، le courant désiré ou est sinusoïde comme ça. Dans ce cas-là, la différence n'aura des secondes. Quelle est la différence? ها لو كورون ديال لو فلتر ديالك، لو كورون اللي غيكون هنا كيخصو يكون ديال كوم سا، هذا ناقص هذا كيعطيك كوم سا. دابا هذا ناقص هذا كيعطيك شي حاجه كوم سا، جو سي با مو انا
Donc, غادي نقص شي حاجة comme ça. وغادي ندير هكا. C'est ça. Puis, là, comme ça. Et ainsi de suite. Donc là, vous avez en fait une forme d'onde. Alors, c'est plus bizarre. Donc, à de la forme, il faut que votre onduleur là, exactement cette forme de courant pour assurer ce qu'on appelle le filtrage. Bien sûr, on va essayer de voir quelques exemples, les exercices ou les TP de ces différentes structures. Avec un intérieur, ce qui existe pratiquement, donc les filtres actifs, les filtres passifs et tout. Mais les calculs et les différents développements, on va les voir, les TD. OK? Donc, pour toujours l'amélioration de la qualité de l'énergie électrique, le problème de surtension. Donc, les problèmes de surtension, ils sont généralement dus à l'existence des capacités de compensation d'énergie électrique en général, dans le cas de faible consommation, c'est-à-dire ces capacités-là, elles sont branchées, c'est-à-dire vous avez un surplus d'énergie réactive, c'est-à-dire le COSFI, il est dégradé, mais il n'est pas dégradé en réactif, mais en réactif avant, mais en réactif arrière. C'est-à-dire vous avez une puissance réactive qui est négative dans ce cas-là. Dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle de la surtension. Donc, cette surtension-là, on peut l'éliminer ou bien on peut la diminuer en réalisant des liaisons de batterie de condensateur. Là, vous avez votre jeu de barre. Généralement, là, vous avez ce qu'on appelle votre batterie de condensateur. Donc, dans le cas de charge normale, ce batterie de condensateur-là, il permet de compenser le réactif de votre installation-là afin d'avoir un COSFI qui est acceptable, un COSFI qui est le COSFI désiré. Mais dans le cas de faible charge, c'est-à-dire vous n'avez plus de charges réactives qui sont connectées à ce réseau-là, mais vous avez toujours de la production du réactif par ces capacités-là. Cette production-là a pour effet de réaliser ou bien d'engendrer de ce qu'on appelle des surintensités ici. Surintensité. Donc, pour combler à ces surintensités-là, on peut utiliser là soit des relais, ce qu'on appelle des relais varmétriques. Varmétriques, c'est quoi ces relais varmétriques-là? Ce sont des relais qui permettent de connecter ou bien déconnecter des batteries de condensateurs selon le besoin et selon le COSFI. OK? Donc, ça, c'est la première solution à prévoir dans ce cas-là. Donc, parfois, il est préférable d'utiliser ce qu'on appelle des inductances de ligne. Donc, ces inductances de ligne-là, ils ont comme effet quoi? D'absorber ces surintensités-là. Comment? Ces surtensions-là, pardon. Donc, comment généralement, ces inductances-là, ce sont des inductances de lissage. Ils permettent de lisser le courant, c'est-à-dire ils éliminent les pics de courant. Par la suite, ils éliminent ces variations positives de tension. Et parfois, on peut être amené à installer ce qu'on appelle les parafoudres. En fait, les parafoudres, ils sont là pourquoi? Pour éliminer les surtensions. Les parafoudres, ce sont juste soit des éclateurs, donc qui, bien sûr, donc là, vous avez un gaz qui se trouve entre ces deux pôles-là, par exemple. Ce gaz-là a une tension donnée, il est isolant. Donc, ce point-là et ce point-là, ils sont isolés. Mais si cette tension-là augmente, que se passe-t-il dans ce cas-là? Ce gaz-là, il va être saturé et il va faire passer le courant de ce point-là vers ce point-là. Comme ça, il va absorber cette surtension-là. C'est ce qu'on appelle le problème des éclateurs. Ou bien utiliser carrément des systèmes contre les surtensions, c'est-à-dire des varesstances. Donc, ils sont généralement utilisés avec les machines. Les varesstances pour éliminer ce problème. Vous allez trouver aussi dans les alimentations de faible puissance, telles que les alimentations d'ordinateurs. Ce sont des résistances dont la valeur, elle dépend de la tension. C'est-à-dire cette résistance-là, à la tension nominale, ils ont une résistance qui est vraiment très faible, qui tend vers zéro. Mais une fois cette tension-là, elle augmente, la résistance, elle augmente aussi. Donc, vous avez une relation entre la résistance et la tension, il a cette forme-là. C'est-à-dire,
à la tension nominale, vous avez une résistance qui est faible. Mais une fois la tension augmente, cette résistance, elle augmente aussi. Comme ça, la chute de tension au bord de cette résistance-là, elle augmente aussi. Par la suite, on protège les circuits d'entrée. Donc ça, en fait, les problèmes de surtension. Il existe ce qu'on appelle le problème de déséquilibre. Le problème de déséquilibre dans les installations électriques, on peut lutter contre ce problème-là par deux solutions. Donc, la première solution, c'est de bien répartir les charges monophasées. Donc, bien sûr, dans votre installation électrique, toujours, vous avez des charges triphasées, donc, pour le régime industriel, et vous avez toujours des charges monophasées. On ne peut pas dire qu'on va éliminer toutes les charges monophasées. On ne peut pas éliminer les charges monophasées. Ça existe toujours. Mais essayez de votre mieux de bien répartir ces charges monophasées-là sur les différentes phases. C'est-à-dire, par exemple, pour l'éclairage, au lieu que tout l'éclairage de votre installation-là soit alimenté par une seule phase, c'est la phase 1 par exemple, essayez de bien répartir ces différentes départs d'éclairage-là sur les trois phases. C'est-à-dire, calculer la puissance consommée par l'éclairage, essayez de diviser cette puissance-là selon les différents départs et selon l'utilisation, et essayez de brancher ces différents départs d'éclairage-là sur les trois phases. Comme ça, vous aurez une consommation presque équilibrée de la puissance vis-à-vis les différents départs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous pouvez jouer avec ce qu'on appelle le couplage des transformateurs, surtout à l'entête, afin de délivrer un courant vis-à-vis le livreur d'énergie qui soit vraiment équilibré. Donc, au lieu d'utiliser par exemple étoile, étoile ou bien étoile, triangle, utilisez le zigzag. Donc, le zigzag, il permet de se comporter bien vis-à-vis ces différents problèmes de déséquilibre. Donc, ça, c'est le deuxième problème. Donc, le problème de fluctuation de tension. C'est-à-dire, fluctuation de tension, on a dit déjà que ce problème-là, il est dû principalement à l'existence d'un certain type d'éclairage, tel que l'éclairage fluorescent. Donc, ce type d'éclairage-là, il est vraiment très influencé par ces fluctuations de tension. Vous allez remarquer qu'il y a toujours un papillotement des scintillements de votre lampe. Donc, comme ça, pour éliminer l'effet de cette fluctuation de tension-là, on peut, par exemple, changer de type d'éclairage. Au lieu d'utiliser les tubes fluo, utiliser, par exemple, le LED ou bien d'autres types d'éclairage dans votre installation électrique. On peut carrément aller vers l'installation d'une ASI si vous avez ce problème-là qui a un effet vraiment très grave sur votre installation. Et si vous avez ce problème de continuité de service qui est vraiment très exigeant. Troisième point, c'est éloigner électriquement la charge perturbatrice des circuits d'éclairage en alimentant la charge perturbatrice par un transformateur indépendant. C'est-à-dire, si vous avez dans votre installation électrique, vous avez des charges qui sont vulnérables. Là, vous avez des charges vulnérables. Et vous avez bien sûr une charge là, perturbatrice. Charge perturbatrice. Donc, là, vous avez cette charge-là. Cette charge-là, elle est vraiment très perturbatrice. Par exemple, là, vous avez un four à l'arc. C'est vraiment très... Donc, vous avez cette charge-là, bien sûr, les effets de ces courants qui sont consommés par cette charge-là et les effets de ces pics de tension et des fluctuations de tension qui sont engendrés par les pics de courant consommés par cette charge-là. Et elles vont bien sûr influencer les différentes charges vulnérables que vous avez là. Parfois, il est préférable de ne pas partager le même jeu de barre et le même transformateur carrément avec les autres charges. C'est-à-dire, au lieu que ces charges-là, ils partagent le même jeu de barre, vous aurez là un jeu de barre pour les charges qui sont vulnérables et bien sûr un autre jeu de barre là, hein, qui a sa propre alimentation avec son propre transformateur pour alimenter les charges qui sont très perturbatrices. Donc,
Là, c'est ce qu'on appelle le problème d'éloignement, c'est-à-dire l'isolation, isoler les charges perturbateurs des charges perturbées. Ou bien, carrément, utiliser des compensateurs. Donc, des compensateurs actifs là, des filtres, par exemple, afin de compenser l'énergie désirable, ces charges qui sont très perturbateurs. Donc, c'est comme ce qu'on a pour lui des harmoniques qui sont vraiment très nocifs, perturbateurs pour les charges au voisinage. Donc là, c'est juste un petit résumé. Donc, c'est un résumé qui est issu de la norme. Vous pouvez le revoir vous-même. Donc, c'est juste un résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, les différents types de perturbations. Donc, les creux de tension, les coupures, les harmoniques, les interharmoniques, les surtensions, ainsi de suite. Les origines de la perturbation, les conséquences et bien sûr les exemples de solutions. C'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Hein? Concept de base de la normalisation. Donc, bien sûr, avant de parler de ces concepts de base de la normalisation, je préfère travailler sur quelques petits exercices pour s'entraîner sur les différents calculs qui sont liés à cet enjeu de qualité-là. Donc, je crois que je vous ai déjà envoyé un fichier PDF dans lequel il y a une série des exercices. Vous avez ce fichier-là. Oui ou non? واش باقيين معايا ولا مشيتوا؟ Oui, monsieur. لا معاك أستاذ معاك. معانا, très bien. Donc, je vous laisse un peu de temps pour commencer le premier exercice. Donc, le premier exercice, c'est vraiment très intéressant. Donc, il traite quelques problèmes qui sont liés à l'utilisation de capacités. Donc, le cours de l'année dernière à la compensation d'énergie réactive. Donc, là, on peut utiliser des batteries de condensateurs. Donc, quels sont les problèmes de qualité qui sont liés à l'utilisation de ces batteries de condensateurs-là? Vous avez un petit exercice qui traite ça. Donc, on va faire les différents calculs nécessaires pour voir les différents problèmes qui sont liés à ça. Un deuxième exercice, bien sûr, étude d'un filtre anti-harmonique pour le relèvement des facteurs de puissance. Donc, c'est pareil au premier, avec des petites différences. Toujours le filtrage passif maintenant. Comment utiliser le filtrage passif? C'est un filtrage passif courant et un filtrage passif tension. On va en parler. Ou un cinquième exercice sur l'amélioration du facteur de puissance avec un circuit LC. On va voir comment on peut utiliser un circuit LC pour le filtrage et pour l'amélioration du facteur de puissance, c'est-à-dire pour les deux. Comment on va faire? Et finalement, c'est un exercice qui a été issu d'un sujet de BTS. Alimentation des moteurs de propulsion d'une Parky-Boot Queen Marie 2. Donc, une alimentation des moteurs de propulsion électrique du navire par des redresseurs atterrisseurs. Bien sûr, on va essayer de tracer ce courant-là, ces courants-là, et bien sûr, voir les différents problèmes qui sont liés aux harmoniques à ces différents courants-là. Donc, là, un autre exercice. Donc, bien sûr, en traitant ces différents exercices-là, je crois qu'on va mettre la main sur la majorité des grandes techniques qui sont utilisées pour améliorer, en fait, ce qu'on appelle la qualité de l'énergie. Donc, allez-y, je vous laisse un peu du temps, un quart d'heure, pour essayer de résoudre cet exercice-là. Et ensuite, on va essayer de le faire, ou bien de le corriger ensemble. C'est OK? OK ou là? Oui, monsieur. C'est OK, monsieur. D'accord. D'accord.